Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va corriger l'examen de programmation orientée objet C++ pour les L3 automatiques de l'université de Constantine. On commence par les questions de cours. Première question, quelle est la différence entre un pointeur et une référence en C++? On sait qu'un pointeur est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. On sait également qu'une référence contient l'adresse de la variable. La différence, c'est que une référence peut être utilisée comme une variable ordinaire. On n'a pas besoin d'utiliser l'opérateur de déréférencement, l'étoile, pour accéder au contenu du pointeur, ce qui n'est pas le cas d'un pointeur. On doit rajouter l'étoile, l'opérateur de déréférencement, pour accéder à son contenu. Également, un pointeur doit être, une référence doit être initialisée obligatoirement avant son utilisation. Pour un pointeur, ce n'est pas une obligation, mais si vous n'initialisez pas votre pointeur et que vous l'utilisez, vous risquez d'avoir des problèmes au moment de l'exécution de votre programme. Deuxième question, quelle est la différence entre la déclaration et la définition d'une fonction? La déclaration d'une fonction consiste seulement à donner son prototype ou sa signature. Le prototype d'une fonction, c'est son type de retour, le nom de la fonction et les types des paramètres qu'on transmet à la fonction. Par contre, la définition consiste à donner le protocole d'abord en donnant des noms aux variables fictives de la fonction, ces paramètres, puis entre deux accolades, une accolade ouvrante et une accolade fermante, donner le corps de la fonction, le contenu ou les instructions qui composent la fonction. Troisième question, comment créer un fichier et écrire dans celui-ci, en C++. La création d'un fichier en C++ revient à créer un flow de sortie. Le flow de sortie est un objet de la classe OFStream pour les fichiers, Output File Stream. Donc on va écrire OFStream et puis on va donner le nom du fichier sur lequel on veut écrire. Pour écrire, donc on va utiliser le nom de ce flow qui est orienté vers ce fichier, point, la méthode write, et puis entre parenthèses on va donner les paramètres qu'on souhaite écrire. Quatrième question, quel est l'intérêt du polymorphisme? Polymorphisme est composé de deux mots, poly et morphisme. Poly veut dire plusieurs, morphisme, ça vient du grec morphos qui veut dire forme. Donc c'est quelque chose qui a plusieurs formes. En effet, en C++, on peut utiliser une fonction qui possède un même nom et l'appliquer à des objets de classes différentes. Le polymorphisme permet d'utiliser le même nom de fonction à des objets de classes différentes. Et grâce au polymorphisme, on fait appel à la méthode de la classe à laquelle appartient l'objet. Ça permet d'alléger l'écriture et de ne pas définir des classes avec un nom différent, plutôt des fonctions avec un nom différent pour chaque classe. Dernière question, à quoi sert la surcharge d'un opérateur en C++? Tout d'abord, c'est quoi la surcharge d'un opérateur? C'est prendre un opérateur déjà prédéfini, l'addition, la soustraction, la multiplication, par exemple pour les opérateurs arithmétiques, puis à rajouter, ou plutôt définir cet opérateur pour une nouvelle classe. Par exemple, si je définis une classe de complexe, au lieu de définir une méthode qui fait la somme de deux complexes, je peux surcharger l'opérateur addition et pouvoir l'utiliser pour les classes, la classe complexe que je viens de définir. Donc ça permet d'alléger l'écriture et de rendre le code plus lisible de façon intuitive. On passe maintenant aux exercices. Le premier exercice, un exercice simple sur 4 points. On nous demande d'écrire un programme C++ qui, premièrement, déclare un tableau tab d'entier de dimension 8 et le remplit à partir du clavier. On va créer une boucle pour remplir ce tableau. Deuxièmement, on déclare deux pointeurs PTR1 et PTR2 vers des entiers et on va allouer dynamiquement 4 espaces mémoire du même type à chacun. On va ranger les premiers éléments de tab dans PTR1 et les 4 derniers éléments de tab dans PTR2. Un exercice très simple.
On va le faire rapidement. Première chose, on déclare notre tableau. On va mettre des commentaires, pardon. Donc déclaration tableau. Il s'agit d'un tableau d'entier, donc on va écrire INT. Notre tableau s'appelle tab et il contient 8 éléments. Maintenant, on va remplir notre tableau. Donc, remplissage tableau. On va créer une boucle for. Cette boucle va utiliser un compteur qu'on initialise à 0, puisque l'indice des tableaux en C++ commence à 0. La condition d'arrêt, tant qu'on est strictement inférieur à 8, on continue. Le dernier élément ayant l'indice 7, puis on va incrémenter à la fin de la boucle notre compteur. On va écrire un petit message pour demander la valeur de l'élément en question. On va écrire par exemple tab de l'élément i égale. Vous remarquerez ici que les éléments qui ne changent pas, tab, la parenthèse ouvrante, la parenthèse fermante, le égal, sont mis entre deux tirets. Le i par contre change. Puis par la suite, on va lire la valeur de l'élément en question. On va lire tab de i. Alors là, on ne fait pas de saut de ligne, puisqu'au moment où on rentre la valeur, on appuie sur la touche entrée et on revient au début. Par la suite, on souhaite déclarer deux pointeurs PTR1 et PTR2. Alors ici, je reviens et je les déclare juste après INT pour mettre toutes les déclarations au début. Ce sont des pointeurs vers des entiers. Et pour déclarer un pointeur, on précède toujours avec l'opérateur étoile, PTR1 et PTR2. Maintenant, on va mettre les 4 premiers éléments. Plutôt, on va d'abord allouer dynamiquement 4 espaces au PTR1 et PTR2. En fait, on a créé des tableaux dynamiques et on va leur allouer de l'espace. On va commencer par PTR1. On va tout simplement écrire que PTR1 est égal à new, c'est l'opérateur d'affectation, le type int, et on va dire qu'on va allouer 4 espaces mémoire. On fera la même chose exactement pour PTR2. On va maintenant allouer, ou plutôt mettre les 4 premiers éléments de tab dans PTR1 et les 4 premiers éléments, plutôt les 4 derniers éléments de tab dans PTR2. On va utiliser la même boucle. Alors ici, je peux réutiliser la variable i puisqu'elle n'existe qu'à l'intérieur de la boucle for. Ici, on va de 0 jusqu'au 4e élément. Plutôt, on va de 0 à 3, donc du premier au 4e élément. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre l'élément tab i dans le tableau dynamique PTR1 à l'indice i, bien évidemment. Alors, on pourrait bien sûr utiliser la même boucle pour mettre les deux éléments. Mais bon, si vous utilisez deux boucles, ça ne sera pas faux. Donc ici, j'écrirai que PTR2 de i également est égal à tab. Alors ici, je vais tout simplement rajouter 4 à l'indice i pour mettre les 4 prochains éléments. Je pourrais bien sûr afficher mes deux tableaux PTR1 et PTR2 pour vérifier ça. Même si ça n'a pas été demandé, me semble-t-il.
dans l'énoncé. On va le rajouter juste pour vérifier. Donc on va créer une boucle for pour afficher ptr1 et ptr2. Donc on va afficher ptr de i et sauter la ligne. Se rappellera éventuellement des valeurs qu'on aura données à nos tableaux. Bon, je pourrais sauter la ligne ici. Et une fois terminé, je vais afficher ptr2 en utilisant une autre boucle. Donc je commence avec ptr1 et je termine avec ptr2. Voilà, mon programme est terminé. Je compile. Alors, on m'indique une petite erreur pour ptr2. Est-ce que voilà, c'est que j'ai oublié de mettre une étoile à côté de ptr2. Donc, il l'a considéré comme étant un entier, alors que je travaille avec un pointeur. Je recompile. Ça prend un peu de temps. Voilà. Là, il me semble que tout est OK. On exécute notre programme. Bon, on va donner les valeurs. On va les classer de 1 à 8 pour nous remémorer donc les valeurs facilement. 7 et 8. Donc, vous voyez les 4 premiers éléments qui sont là. Et les 4 derniers éléments qui sont là. Voilà pour le premier exercice. On passe au deuxième. Un exercice sur 4 points également. On nous demande d'écrire un programme C++ qui déclare et définit. On a vu précédemment la définition et la déclaration d'une fonction. Une fonction fact1 qui reçoit un entier n et renvoie son factoriel en utilisant une boucle for. Le factoriel, c'est le produit des n premiers entiers allant de 1 à n. Deuxième question, déclarer et définir une fonction fact2 qui fait la même chose, mais cette fois-ci en utilisant la récursivité. La récursivité, c'est le fait qu'une fonction s'appelle elle-même. Troisième question, déclarer 3 entiers, n, m et p. Lire à partir du clavier la valeur de n. Affecter m à la valeur renvoyée par fact1. Donc m va contenir le factoriel de n. Puis transmettre. Donc affecter à m la valeur de renvoyée par fact1 en lui transmettant n comme argument et à p la valeur de fact2. Donc m reçoit fact1 et p reçoit ce que fact2 renvoie. Puis on va comparer les valeurs données par les deux méthodes et si le résultat est le même, on va afficher les deux fonctions donnent le même résultat. En fait, cet exercice a pour but de calculer le factoriel de deux façons en utilisant la récursivité ou pas. Alors, on repasse à code bloc. On va commencer par la déclaration des deux fonctions, fact1 et fact2. Alors, on va mettre le prototype pour fact1 et fact2. On pourra définir les variables de retour, bien qu'elles soient des entières, comme des langues int.
ou les unsigned long int, ça nous permettra d'avoir la plus grande valeur possible, ou des unsigned long. Donc on va les appeler fact1 pour la première, et pour l'argument ça sera un entier. Pardon, le point virgule à l'extérieur. La signature est la même pour fact2, sauf le nom qui change. Au lieu de fact1, ça sera fact2. Alors on va venir à la fin du main et on va définir nos fonctions. Définir une fonction, c'est dire ce qu'elle contient. On va appeler n le paramètre qu'on transmet à notre fonction. On va d'abord traiter le cas 0. Si on reçoit un 0, on renvoie un 1. Donc on va écrire if n est égal à 0, return 1. Donc ça c'est une façon de voir, mais si on essaye d'éviter ça, on peut initialiser notre variable qui va contenir le type de retour. On va la créer d'abord, ça sera également un unsigned long. On va l'appeler par exemple m. Bon, ça sera une variable locale et on va la transmettre à la variable m également. Ça ne dérange pas d'utiliser le même nom. Et on va l'initialiser à 1 pour les cas 0 et 1. Et puis on va créer notre boucle for. On va définir un compteur i. On va l'initialiser à 1. Et on va aller de 1 jusqu'à n. Donc notre condition d'arrêt sera que 1 soit, plutôt que i soit inférieur ou égal à 1. Et on va incrémenter à chaque fois de 1. On aurait pu définir notre boucle de 1 et descendre jusqu'à 1. Vous remarquerez que si i est égal à 0, plutôt si n est égal à 0, donc la condition qui est ici, est-ce que 1 est inférieur à 0, sera fausse et on ne rentrera pas dans la boucle et on va garder la valeur 1 pour 1. Alors pour 1, la condition sera directement vérifiée la première fois, donc on fera ça une seule fois et on reviendra par la suite. Donc là le m sera égal à l'ancienne valeur de m multiplié par i. Pour alléger l'écriture, on va écrire m étoile égale à i, ce qui est équivalent à écrire que m est égal à m fois i. Et à la fin, on va renvoyer notre variable m qui va contenir notre résultat. Donc voilà pour la première méthode qui utilise une boucle for. Pour la deuxième fonction, donc on va reprendre le prototype. On va appeler notre fonction fact2 et cette fois-ci on va utiliser la récursivité. La fonction va s'appeler elle-même. Alors ici on va tout simplement définir également une variable p et on va l'initialiser également à 1. Et puis on va faire un test. Si p, ou plutôt si n est égal à 0, on va retourner directement bon là on n'est pas obligé de mettre des accolades, mais on peut les mettre.
Sinon, si n est différent de 0, on va écrire que else donc on va dire que P est égal à donc P fois factoriel de P moins 1. Donc là, le factoriel s'appelle fac2. On va soustraire à P1. Donc la fonction va s'appeler récursivement jusqu'à ce qu'elle arrive à 0. Elle va nous renvoyer 1. Et là, à la fin, on va envoyer notre résultat qui est la variable P. Voilà, on a terminé nos deux fonctions. On revient au mail pour écrire notre test. Je vais voir si on nous a donné des valeurs particulières pour tester avec. Non, on n'a pas de valeur particulière. On va tester avec un nombre pour lequel on pourrait calculer le factoriel assez facilement. Donc on va définir par exemple une variable n qui va contenir le nombre pour lequel on souhaite calculer le factoriel, et puis on va définir deux variables qui vont contenir le résultat. On va les appeler m et p comme précédemment. On n'est pas obligé de le faire. Donc, on a dit que m va recevoir le résultat de la première méthode, donc fact 1 de n, et p va recevoir le résultat de la deuxième méthode. On va afficher les deux résultats tout de même, et si les résultats sont égaux, on va afficher même résultat. On va écrire par exemple que fact 1, on va laisser un petit espace, là on va mettre la valeur de n, et puis on va mettre le résultat qui dans le premier cas est égal à m. On va sauter une ligne pour afficher le résultat suivant, et là je copie cette ligne et je fais la même chose pour fact 2 où maintenant j'affiche la variable de p. Alors là ça sera un point virgule, et là également un point virgule. On fait notre test if donc m est égal à p. Vous remarquerez que la condition de test s'écrit avec deux égales. Un seul égal, c'est l'affectation. J'affiche un message. Alors là, je recopie les deux flèches. Je vais afficher exactement le message qu'on nous a demandé. Les deux fonctions donnent le même résultat. Les deux fonctions donnent le même résultat. Je vais mettre un saut de ligne et terminer. Voilà, on compile. La machine que j'utilise n'est pas assez puissante, c'est pour cette raison que la compilation prend un peu de temps. Donc avec le logiciel d'enregistrement vidéo, ça ralentit le compilateur.
Voilà, il me semble qu'il n'a pas détecté d'erreur. Bon, on va essayer. Alors, il y a une chose qu'on a oublié de faire, c'est de donner une valeur à n. Alors, on va revenir au programme principal. Et on va lire la valeur de n. On va afficher un message où on demande la valeur de n. Puis on va lire sa valeur. Donc n égale, et puis on va mettre un cin. Alors ce sera cette flèche là. Donc je n'ai pas les flèches inférieures et supérieures sur mon clavier. Et là on va lire la valeur de i. Je recompile une deuxième fois. C++ est un langage compilé. Chaque modification du programme. Alors ici, au lieu de mettre n, j'ai mis i, je ne sais pas pourquoi. Pas de variable i dans le main. Là, ça devrait marcher. Voilà, on exécute et on teste. Bon, on va donner 5. Alors 5 factoriel, donc 5 fois 4, 20. Fois 3, 60. Fois 2, 120. On devrait avoir 120. Alors la deuxième méthode nous affiche toujours 1. Alors on a fait une petite erreur dans la deuxième méthode, sans nous en rendre compte peut-être. Alors donc si n est égal à 0, on revoit 1. Sinon, donc p va recevoir p fois factoriel de p-1. Alors oui, effectivement, là on doit mettre un n au lieu du p. On recompile. On réexécute. On va donner toujours 5. Là, ça marche. Donc le factoriel de 5 est égal à 120. On passe au troisième exercice. C'est un exercice qui va porter sur les classes. On souhaite écrire une classe complexe qui va modéliser les nombres complexes. Ces classes doivent comporter les variables membres suivantes. Tout d'abord, 2 réels x et y pour la partie réelle et imaginaire, des protections privées. Donc un nombre complexe, c'est x plus iy ou x plus jy. X c'est la partie réelle, y c'est la partie imaginaire. Une variable statique entière, nb, qui va contenir le nombre d'objets créés. On va initialiser cette variable à 0, puis l'incrémenter à chaque fois qu'on crée un nouvel objet, et la décrémenter à chaque fois qu'on détruit un objet. Un constructeur sans argument qui va initialiser x à 0 et y à 0. Bien sûr, il va incrémenter nb. Un constructeur avec 2 arguments, x et y, qui va aussi incrémenter nb. Cette fois, on va donner les valeurs des parties réelles et imaginaires au constructeur. Un destructeur qui décrémente nb et affiche objet détruit. Le destructeur ne fait rien sauf détruire l'objet et afficher ce message. Une fonction membre conjuguée qui va renvoyer le conjugué de ce complexe
On rappelle que le conjugué d'un complexe, c'est le même complexe avec la même partie réelle, et une partie, c'est un complexe avec la même partie réelle, et une partie imaginaire égale à l'opposé de celle du premier. On va définir une fonction externe module, donc c'est une fonction qui n'appartient pas à la classe, mais qui est amie de celle-ci, qui va recevoir en argument un complexe et va renvoyer son module. Le module, c'est la racine carrée de la somme des carrés des parties réelles et imaginaires. On pourra utiliser la bibliothèque math.h pour les fonctions puissance et racine carrée, POW et SQRT. On souhaite par la suite dériver une classe réelle à partir de la classe complexe. Une classe réelle, c'est tout simplement des complexes qui ont une partie imaginaire nulle. Déclarer un constructeur sans argument pour la classe réelle qui va forcer x et y à 0, et un constructeur avec un seul argument qui va forcer y à 0 et attribuer l'argument à x. 10e question, on teste la classe sur donc deux complexes z1 égale à 0 et z2 égale à 3 plus 2i, et puis on souhaite calculer et afficher le module de z2 et ainsi que le nombre d'objets créés. Donc on revient à code bloc. On va d'abord déclarer et définir notre classe. Le mot-clé c'est classe. Notre classe s'appelle complexe. Code bloc va rajouter automatiquement des accolades ouvrantes et fermantes avec un point virgule. On a deux variables x et y qui sont privées. Même si je n'écris pas le mot clé private, les variables seront privées. Mais pour plus de lisibilité, on va l'écrire. Ce sont des variables avec virgule, des réels, plutôt des flottants. Donc on va écrire double x virgule y. Alors par la suite, on nous demande, je remonte aux questions précédentes, donc de créer une variable statique NB qui va contenir le nombre des objets créés et qui sera initialisé à 0. Alors les variables statiques sont publiques, donc on va changer la protection des données en public. La variable statique se déclare en commençant par le mot-clé statique, le type int et NB. Les variables statiques s'initialisent à l'extérieur de la classe. Donc je viens à l'extérieur de la classe, je vais écrire le type de ma variable, le nom de ma classe, complexe, 4 points, le nom de ma variable, NB, et sa valeur initiale, 0. Alors maintenant, on va définir les constructeurs et les destructeurs. Un constructeur sans argument qui initialise x et y à 0, puis incrémente NB, et un constructeur avec argument qui affecte x à x, et enfin, le premier paramètre à x et le deuxième à y, puis incrémente NB. Les constructeurs et les destructeurs sont toujours publics, ils portent le même nom que la fonction et n'ont pas de type de retour. Alors, vous avez un constructeur par défaut, mais qui est éliminé si vous définissez un autre constructeur, ce qui est le cas ici. Donc on doit redéfinir le constructeur par défaut, qui va s'appeler complexe, et qui n'aura aucun argument. Le deuxième constructeur porte toujours le même nom. La différence ici est qu'il va recevoir deux paramètres qui sont des flottants. Ici, on a juste fait leur déclaration, leur définition. On va la faire maintenant à l'extérieur. On va commencer par le premier constructeur sans argument. Alors, c'est le nom de la classe toujours, le nom de la méthode qui est aussi le nom de la classe pour un constructeur. On ouvre les accolades pour donner le code ou le corps. Donc ici, on va initialiser x à 0, y à 0. On aurait pu ne pas le faire. Et puis incrémenter NB.
Maintenant, le constructeur avec argument, même chose, le nom de la classe, le nom du constructeur qui est aussi le nom de la classe, et là, on va donner nos deux types. Alors, j'ai mis des doubles, j'aurais pu mettre float tout court, x, y. En fait, double vous permet d'aller plus loin dans les valeurs possibles. Alors ici, comme on a vu en cours, chaque fonction membre reçoit un paramètre caché qui s'appelle this et qui contient l'adresse de l'objet courant. C'est un pointeur. Donc si je veux accéder par exemple au x à la partie réelle, je vais écrire le nom de ce pointeur. Alors je crois que j'ai pris la mauvaise valeur. Et là j'utilise la flèche. En fait, la flèche permet d'accéder au champ d'un objet à travers un pointeur vers cet objet. Donc, au lieu de mettre le nom du pointeur précédé d'une étoile, entre parenthèses, point, pour alléger toute cette écriture, on utilise cette flèche-là. Donc, this.x égale à x. Ça nous permet d'utiliser le même nom de variable xx et ça diminue le risque d'erreur. On aurait pu par exemple ici écrire a et b, puis écrire que x est égal à a, y est égal à b. Alors on va faire la même chose pour le deuxième. Est égal à y. On va incrémenter un b également. Voilà pour le deuxième constructeur avec argument. Maintenant, on va définir un destructeur qui va décrémenter un b. Le destructeur doit être aussi déclaré dans dans la classe, à l'intérieur de la classe. Alors son nom est précédé d'un tilde, puis du nom de la méthode, du nom de la classe complexe. Il n'a toujours pas d'argument puisque il n'en a pas besoin. Et là, on va le définir, le nom de la classe, 4 points, tilde. Alors ici, il nous propose effectivement le destructeur. Et là, on va décrémenter un b. Voilà. On a défini le destructeur. Maintenant, on doit définir une fonction membre conjuguée qui doit nous renvoyer un complexe qui est le conjugué de celui sur lequel on travaille. Alors attention, on ne doit pas modifier l'objet courant. On doit créer un nouvel objet et le renvoyer. Donc notre fonction va renvoyer un complexe. Donc son type de retour est complexe. Elle s'appelle conjuguée. Elle travaille sur l'objet courant. Elle n'a pas besoin de paramètres. On revient à l'extérieur pour la définir, le nom du type de retour qui est complexe, le nom de la classe qui est complexe, le nom de la méthode qui est conjuguée. Alors ici, on va créer un nouvel objet et le renvoyer. On peut, pour alléger l'écriture, ou plutôt pour compresser, écrire tout simplement return. Et là, je vais utiliser le constructeur avec argument, qui s'appelle aussi complexe. Et je vais lui donner comme argument le x et le moins y. Donc ça sera x et moins y. Bon, on va voir s'il accepte cette écriture. Si ce n'est pas le cas, on va utiliser le this. Donc voilà pour la fonction conjuguée. Maintenant, on doit définir une fonction externe module qui est une fonction amie de la classe. Donc, pour la fonction amie, on doit définir avec le mot-clé friend la fonction en question en précisant sa signature. Donc, on va écrire friend
C'est-à-dire que c'est une fonction amie de cette classe. Donc elle s'appelle module. Donc qu'est-ce qu'elle nous renvoie? Elle nous renvoie un flottant. Donc elle reçoit un argument un complexe. Voilà. Maintenant, on peut définir notre fonction module. Ici, on n'a pas besoin de donner le nom de la classe puisque c'est une fonction qui est indépendante. Pour éviter les ambiguïtés, on pourrait même la définir ici. Bon, il faudra faire la déclaration au préalable. Alors, donc elle reçoit en argument un complexe. Elle va nous renvoyer donc son module. Donc, return, et là, on va utiliser la fonction sqrt de la bibliothèque math.h. On va la rajouter tout de suite pour ne pas l'oublier. Donc je viens ici, je copie tout ça pour ajouter un dièse include. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je copie ça. Alors, notre bibliothèque s'appelle math.h. Si vous trouvez un point H, c'est que c'est une bibliothèque qui vient du C. Par exemple, OStream ne vient pas du C puisqu'il n'y a pas de point H à la fin. Donc là, ça sera la racine carrée de x au carré plus y au carré. Là, bon, pour ne pas utiliser la fonction power, je pourrais écrire que c.x multiplié par c.x. Ici, même si x est privé, on pourra y accéder vu que la fonction module est une fonction amie de notre classe. Et pour la partie réelle, imaginaire, pardon, donc ça sera c.y multiplié par c.y. Voilà, on met un point virgule. Il me semble qu'il y a une parenthèse qui manque. Donc ici c'est pour la racine carrée, ou plutôt il y a une parenthèse en trop. Voilà. Donc voilà pour la fonction float, module, pardon. Bon, on pourrait éventuellement rajouter son prototype ici. Bon, on va voir par la suite. Alors maintenant, on doit dériver une classe réelle de la classe complexe. Alors, donc on revient à code bloc. On va maintenant définir la classe qui va hériter ou qui va dériver de la classe complexe. Donc juste après. Donc on va créer une nouvelle classe qui s'appelle réel, qui va dériver de la classe complexe. Alors on a oublié le P. Alors on va tout simplement définir nos deux constructeurs pour la nouvelle classe. Donc x, y. Donc on aura un constructeur sans argument qui s'appelle réel. Et un constructeur avec argument, donc il va recevoir un double. Bon, maintenant, on va définir les deux constructeurs. Tout d'abord, le premier, donc notre classe s'appelle réel. Notre constructeur s'appelle réel.
Et là, tout simplement, on ne va rien faire. Le constructeur de la classe dérivée, la première chose qu'il va faire, c'est d'appeler le constructeur de la classe mère. Et là, comme c'est le constructeur sans argument, il va forcément appeler le constructeur sans argument. Et le constructeur sans argument va créer un complexe avec une partie réelle nulle et une partie imaginaire nulle, qui est bien sûr un réel. On va faire la même chose pour le constructeur avec argument, donc réel. Et là, on va donner un nom à notre paramètre, on va l'appeler x. Ici, donc avant d'entrer dans le code de la fonction, on va appeler le constructeur de la classe, un constructeur de la classe mère. Ici, on va choisir d'appeler le constructeur avec deux arguments. Donc, on va dire complexe. Donc, le x, on va lui donner la valeur qu'on vient de recevoir. Et pour y, puisque c'est un réel, on va lui donner la valeur 0. Et le corps reste vide. On a juste besoin d'initialiser donc notre fonction. Alors ça, c'est le corrigé PDF que je vous mettrai dans les pièces jointes, plutôt dans la description de la vidéo. Alors, dernière question, on nous demande de tester cette classe dans le programme principal. On crée un complexe Z1 initialisé à 0, Z2 qui est égal à 3 plus 2i, et puis de calculer, d'afficher le module de Z2, puis d'afficher le nombre d'objets créés. On revient à la classe, plutôt au main. Donc on va créer un complexe qu'on va appeler Z1. Alors là, si je ne précise rien, ça sera, alors le P a du mal à s'afficher, le constructeur par défaut qui est appelé. Alors pour le deuxième, je vais écrire Z2 et à côté de Z2, je vais mettre les deux paramètres. Et là, de lui-même, C++ va savoir que c'est le constructeur avec argument, avec deux arguments qu'on va appeler. Là, on souhaite lui donner 3 et 2. Donc 3 et 2. Alors par la suite, on va afficher Z2 et plutôt afficher le module de Z2 et le calculer et l'afficher. Alors ici, on n'a pas défini de fonction pour afficher nos objets. On aurait pu le faire. Alors je vais remonter pour prendre les flèches que je vais utiliser avec cout. Voilà. Donc je vais directement appeler la méthode module sur l'objet Z2. Je vais écrire Z2.module et cette fonction ne reçoit pas d'argument. Et là, je vais faire un saut de ligne. Par la suite, je vais afficher le nombre d'objets créés. Alors le nombre d'objets créés, c'est une variable statique. C'est une variable de classe. Donc je vais utiliser le nom de la classe et puis donner le nom de ma variable NB et là terminer par un saut de ligne. Voilà, on compile. Alors là, il nous dit qu'il y a une erreur dans cette fonction. Donc Z2.module. On va voir si notre fonction s'appelle bien module.
Alors là, c'est moi-même qui me suis trompé. Je pensais que le module était une fonction membre, ce qui n'est pas le cas. Donc on ne doit pas l'écrire de cette façon. On doit lui donner Z2 comme argument. Z2 est effectivement une fonction externe. Alors, il n'y a pas d'erreur, semble-t-il. On exécute. Voilà, donc il nous dit que on a 3,6055. Par contre, ici, on a 1. On devrait s'attendre à 2. Donc, pourquoi? Parce qu'on appelant la fonction module, donc on crée un objet qui est détruit en sortant de la fonction module. Donc là, NB est décrémenté. Au lieu d'avoir 2, on a 1. Donc là, vous voyez, si vous créez un objet à l'intérieur d'une autre fonction et que à la fin vous sortez, votre variable est décrémentée. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines corrections d'examen, toujours sur cette même chaîne. À très bientôt.